Ce n'est que maintenant que je le réalise pleinement. Je suis entrée pour la première fois à l'école à l'âge de 6 ans en Algérie. Et c'était dans la cour d'école, bancalement aménagée, que nous attendions d'être appelés afin de rejoindre nos salles respectives. Celles que nous allions occuper toute l'année. À ce moment précis, j'avais ressenti quelque chose de rare, presque solennel. J'étais sereine, enfin prête à prendre un espace qui m'appartenait vraiment, celui de l'expression de ce que je voulais offrir, qui ne m'avait jamais été autorisé auparavant. C'était une sensation étrange, un peu comme une promesse de liberté face à l'emprisonnement d'un espace familial dans lequel je n'existais qu'à travers fille de ou sœur de. J'avais la sensation puissante d'être enfin quelqu'un. Quand la personne qui faisait l'appel avait prononcé mon prénom, j'ai ressenti comme le devoir ultime d'être enfin moi. J'étais Soraya et je voulais le montrer. Bien sûr, à ce moment-là, je n'en avais absolument pas conscience. Cela se traduisait plutôt par la confiance en une nouvelle ouverture et une exposition que personne ne pouvait m'enlever. En y pensant maintenant, ça me semble tout de même assez paradoxal que dans un espace aussi normatif et formatant que l'école, cet espace, cette sensation d'apparente liberté d'expression me poursuivit assez loin dans ma scolarité. Au fil du temps, je croyais avoir trouvé un espace de liberté. Mais rapidement, j'ai compris que cette liberté avait ses propres murs invisibles. Ceux du groupe, de la tradition, des injustices, du formatage et du « c'est comme ça ». Ce que je vivais personnellement portait en lui l'empreinte d'une dynamique plus grande. Et oui, dans de nombreuses sociétés, surtout celles que l'on pourrait appeler tribales, entre guillemets, l'individu n'existe que dans et par le collectif. Ses rêves, ses différences et sa singularité sont des menaces silencieuses. La solitude de l'individualiste dans un monde tribal. Les critiques acerbes des sociétés individualistes ne manquent pas. En ce qui me concerne, je considère que le pays d'où je viens repose sur une structure tribale. Malgré l'apparence d'une société république démocratique et populaire, chacun de ses membres a parfaitement conscience que le pouvoir, le système, comme on l'appelle, est détenu et exercé par un petit nombre de familles. Bon, vous me direz peut-être que c'est le cas partout dans le monde. Mais c'est pas faux. Cela dit, si l'on prend la mobilité sociale comme critère de, disons, tribalité atténuée, on constate qu'elle est bien plus présente dans les pays européens que les pays africains ou asiatiques. Il y a énormément de critères qui montrent que dans certains pays, dits individualistes, l'individu est privilégié par rapport au groupe. Et souvent, l'État est une structure plutôt solide. Dans les sociétés tribales, encore une fois au sens large, le groupe prime sur l'individu. Et dans les sociétés individualistes, l'individu est autonome et responsable de ses choix. Cela se traduit par une très forte conformité sociale dans les sociétés communautaires et surtout une indissociation de l'individu du groupe auquel il appartient. D'ailleurs, je me souviens que lorsque je me présentais à différents endroits, j'étais la famille untel. Le fait de s'identifier par son prénom ou quelconque autre statut n'a aucun sens dans ces sociétés-là, dans cette culture. Je détestais ça, mais en même temps, je ne peux pas nier que je jouissais aussi des avantages. Une certaine solidarité familiale, un accès à un réseau dont je pouvais bénéficier, même symboliquement, bénéficier de la bonne réputation qu'avaient mes aïeux, merci à eux, et ainsi de suite. En revanche, j'ai vu une certaine pression par l'intermédiaire de mes deux grandes sœurs qui avaient le malheur d'aimer et pratiquer un sport.
Je ne l'ai pas directement subi parce que je suis partie d'Algérie avant l'adolescence, mais mon père leur disait parfois « Les filles X ne font pas ça ». Il subissait sûrement cette raillerie mâle omniprésente selon laquelle regarde celui-là, il laisse ses filles courir, c'est pas un homme. La réputation familiale pèse lourdement sur les comportements personnels et s'en affranchir, ou même l'envisager, est considéré comme une déviance sociale. À l'époque, je n'en percevais pas le sens, mais j'essayais tout de même de comprendre où était le mal dans ce qu'elle faisait. Et puis on me disait « Bah c'est comme ça », le fameux. Alors, c'est ainsi que l'on finit par se conformer et s'auto-interdire, de questionner, d'avoir ses propres rêves, ou même une singularité propre parce que cette forme de liberté est perçue comme un danger, une menace à l'harmonie du groupe et à la perpétuation des traditions. Exister en dehors du groupe est juste impensable. Et ce qui n'est pas pensé ne peut exister. Ce besoin de se distinguer et de se connaître, je pense que c'est une pulsation universelle. Bien que ces phénomènes existent partout, il est indéniablement plus facile de choisir sa voie, entre guillemets, dans une société individualiste que dans une tribu. C'est évident, mais pourquoi ce besoin est-il si impérieux ? Pourquoi vouloir exister en son nom propre semble-t-il parfois plus vital que la conformité ou même que l'amour du groupe ? C'est la psychologie moderne qui nous éclaire sur cette quête intérieure à travers le concept d'individuation. Le processus d'individuation en psychologie. C'est dans l'étude de la psychologie que je retrouve quelques explications de ce que je percevais comme étant égoïste, têtu, déviante, perdue ou encore rebelle selon les perceptions extérieures. Le développement d'un individu requiert plusieurs phases universelles mais nuancées par quelques spécificités culturelles. Parmi ces étapes, le processus d'individuation occupe une place centrale. Selon Carl Gustav Jung, qui a popularisé ce concept justement, l'individuation est le processus par lequel un individu devient ce qu'il est réellement, en distinguant son moi conscient des influences collectives inconscientes. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou isolé, mais de se démarquer de la masse tout en trouvant une harmonie intérieure. La psychologie développementale, notamment avec Margaret Mahler, décrit aussi l'individuation dans l'enfance comme, je cite, « un processus crucial où l'enfant commence à se percevoir comme une entité distincte de sa mère. C'est ce moment où il réalise « je suis moi et tu es toi ». C'est une révolution intérieure qui fonde la base de toute autonomie future. Autonomie, mot très important. Je me souviens qu'à un très jeune âge, je crois que j'avais à peine 4 ou 5 ans, je voulais mettre moi-même mon manteau et enfiler mes chaussures. Je le faisais très mal, je me souviens de cette scène-là, et je m'énervais lorsque ma mère voulait m'aider ou encore m'arranger le col, par exemple. Je voulais être autonome et faire par moi-même. Et je me sentais même blessée de ne pas pouvoir m'y exercer pleinement. À quelques nuances près, ça n'a pas vraiment changé. Lorsque cette étape naturelle est entravée, que ce soit par pression sociale, tradition écrasante ou peur de la différence, les conséquences psychologiques peuvent être multiples et profondes. Dans les cas les plus légers, l'absence d'individuation se manifeste par des déséquilibres émotionnels, tels que la dépendance affective, l'anxiété sociale légère ou un manque d'estime de soi. Selon Sam Vaknin, connu pour ses travaux sur le narcissisme pathologique, un individu qui n'a pas réussi à construire une identité propre, parce que ses besoins émotionnels n'ont pas été reconnus ou parce qu'il a été instrumentalisé par ses parents, cet individu-là va construire ce qu'il appelle faux self,
comme un faux moi, pour survivre socialement. Ce faux self est un masque destiné à plaire, à contrôler ou à manipuler, mais il cache un soi intérieur vide et fragmenté. Lorsque l'individuation est totalement avortée, l'individu n'a pas d'autre choix que de se construire autour d'un faux moi, dans une tentative permanente de validation extérieure. Cela mène parfois à des structures pathologiques, comme le narcissisme, où l'existence intérieure est remplacée par une simple performance sociale. Sam Vaknin. Lorsque ce processus est plus sévèrement bloqué, on observe des troubles plus profonds, et même dissociatifs, tels que des troubles de la personnalité, des dépressions existentielles ou même des troubles dissociatifs de l'identité. Eh oui. Ainsi, ne pas s'individuer, c'est rester prisonnier de l'autre, du regard du groupe, sans jamais accéder pleinement à soi-même. C'est un peu comme vivre en exil de son propre centre intérieur, en perpétuelle quête d'un mémoire qui renverrait une image rassurante, mais toujours instable et insatisfaisante. À travers l'individuation, c'est le passage de l'hétéronomie, c'est-à-dire vivre selon les lois des autres, à l'autonomie psychique véritable qui se joue. C'est une transition aussi fragile que fondamentale pour la santé mentale et spirituelle. Quand ce chemin intérieur est entravé, ce n'est pas seulement l'épanouissement qui est compromis, c'est la possibilité même d'être. Et pourtant, il fut un temps où l'émergence de l'individu fut célébrée comme une conquête collective. Faisons un détour maintenant par la Grèce antique pour nous éclairer sur la naissance d'une idée neuve, toute neuve. L'héritage grec, l'individu né dans l'histoire. Ce n'est que récemment, en écoutant un podcast sur l'évolution de la musculation depuis l'époque grecque, que certaines pièces du puzzle se sont mises en place. J'avais déjà cet intérêt croissant pour la Grèce, surtout grâce à mon père qui en faisait régulièrement l'apologie. Ceci dit, les philosophies sorties de leur contexte n'avaient que très peu de saveur, car selon moi, les pensées s'inscrivent toujours via un filtre psychologique coloré d'affect et de conditionnement spatio-temporel. Quand je dis conditionnement spatio-temporel, ce sont des conditionnements liés à votre lieu, à votre environnement, et des conditionnements de l'époque. Je veux toujours comprendre comment les gens vivaient vraiment. Comment ils pensaient au quotidien au-delà des mythes? À quoi rattacher ce mode de vie? Et là, il me manquait à chaque fois quelque chose de plus palpable. Donc, le sujet m'a vraiment frappée. Figurez-vous que c'est à Athènes qu'est née l'idée de citoyen individu. Pas juste un membre interchangeable du groupe, non, pas juste un soldat ou un fils, mais plutôt un être qui existe par et pour lui-même, capable de penser, choisir et même contester. Ce peut sembler banal aujourd'hui, mais cette idée était vraiment révolutionnaire. À Athènes, être citoyen, c'était appartenir à la cité, mais aussi être légitime en tant qu'individu. Les deux étaient compatibles. Il y avait cette tension permanente entre se tenir debout dans la cité tout en cultivant son excellence personnelle, sa propre pensée et sa propre voix. C'est un équilibre instable, fragile. Mais au moins, la question existait. Comment être un homme libre dans un monde qui exige votre loyauté collective? Plus tard, avec le christianisme, tout change. L'individu n'est plus seulement un acteur politique, il devient une âme. Et cette âme, elle doit rendre des comptes directement à Dieu, pas à la cité. Ce n'est plus la voix du peuple qui te juge, mais c'est celle de l'éternité. Puis vient Descartes, et tout bascule à nouveau. Je pense, donc je suis.
La pensée comme objet déconnecté devient le nouveau centre de gravité. Ce n'est plus Dieu ni la cité qui garantissent ton existence, c'est toi, dans ta pensée. Et puis Nietzsche qui enfonce le clou. Dieu est mort. L'individu est seul, radicalement seul, face à sa propre création du sens. Il doit devenir créateur de ses propres valeurs, au risque de sombrer dans le vide. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences de tout ça dans les sociétés individualistes. L'individu triomphe, certes, mais parfois au prix de la solitude, du vide et du narcissisme creux. Et je crois bien que c'est contre cela que les critiques se fondent, et non contre l'individualisme lui-même. L'individualisme, ce n'est pas un caprice moderne, ce n'est pas un accident, ce n'est pas péjoratif, c'est une conquête, un chemin douloureux, parfois violent, mais souvent magnifique, qui a traversé les siècles. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage ? Dans nos sociétés modernes, l'individu semble libre, mais parfois tragiquement seul. Les paradoxes modernes, entre solitude et quête de lien. Ah, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans une ville anonyme, où personne ne me connaît et où je pourrais être et faire ce que je veux. C'est ce que m'avait confié un proche qui avait passé pratiquement toute sa vie dans un village. Étouffé par la pression du groupe et l'étau d'une pensée unique, il rêvait d'un monde individualiste. Celui-là même que beaucoup cherchent aujourd'hui à fuir. J'ai récemment passé quelques semaines à Rennes, et une certaine tension m'a sauté aux yeux. À quelques jours d'intervalle, 2 scènes m'ont frappé. Un jour, un homme me demande du change. S'étonnant de mon sourire, il engage la conversation. J'ai instantanément senti son énergie collante. Il avançait, je reculais. Il avançait, je reculais. Il semblait être assoiffé d'attention, presque choqué que je lui réponde avec, entre guillemets, bienveillance. Il me remercie pour mon sourire, mais je lui précise que ce sourire ne lui était pas personnellement destiné. C'est juste dans ma nature enthousiaste, sauf lorsque je suis de mauvaise humeur ou absente à moi-même, trop dans mes pensées. Autrement, c'est ma personnalité. Donc lui, il pensait que c'était destiné à lui personnellement. Ce sont souvent ces personnes en manque qui, sous couvert de gentillesse et de discours anticapitalistes, parce que c'était le cas, cherchent à aspirer votre énergie et vous embarquer dans leur réalité nauséabonde. 2 ou 3 jours plus tard, en centre-ville, d'autres personnages du même style, punk à chien, un peu le cliché du punk à chien, m'interpellent de loin. « Combien coûte un sourire gratuit de votre part ?» Je tourne la tête, vérifie s'il s'adresse bien à moi, et réponds sèchement de ma voix la plus rauque et agressive. « Et qu'est-ce que ça peut te faire ?» Son éclat de rire et celui de son camarade fusent. « Oh, le regard noir qu'elle t'a jeté !» Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette injonction au sourire ? Ce devoir implicite de répondre aux besoins affectifs de parfaits inconnus. Je comprends que chacun porte ses blessures, son histoire, sa signature énergétique, tout ce qu'on veut. Cela dit, forcer l'autre à combler ses manques affectifs au nom de la bienveillance ou de la résistance anticapitaliste me semble bien être une forme subtile de dictature. Une manipulation douce qui cherche à obtenir de l'extérieur ce qu'on n'arrive pas à générer de l'intérieur, tout simplement. L'amour de soi et une forme d'autorégulation émotionnelle. Ce besoin d'affection, exacerbé par l'isolement dans les sociétés individualistes, mérite clairement d'être interrogé. La nostalgie d'un lien communautaire authentique persiste, même dans un monde d'anonymat.
Les individualistes ont besoin de connexion, c'est sûr, mais pas à n'importe quel prix. Personnellement, je veux être libre d'offrir un lien, non contrainte par le vide affectif des autres. Nous avons gagné la liberté d'exister seuls. Mais avons-nous perdu celle d'exister ensemble? Peut-être que la véritable question n'est pas de choisir entre le groupe et soi-même. Peut-être que le chemin est dans un équilibre plus subtil, plus vivant. Un équilibre subtil entre l'individu et la communauté. Peut-on exister pleinement en tant qu'individu sans être coupé du monde? C'est précisément le genre de questions qui surgissent lorsque j'observe le fonctionnement des sociétés individualistes. En ce qui me concerne, cela a été une véritable bénédiction. Oui, beaucoup moralement diraient que non, et ainsi de suite, mais de par là d'où je viens, et de par ma personnalité et ma propre singularité, cela a été une véritable bénédiction. Ces espaces-là de liberté, relative, je précise bien, eh bien m'ont permis de mieux me connaître, et m'ont poussé à une véritable approche d'une recherche de connaissance de moi, de soi, loin des parasites sonores de la tribu, de la communauté. De cette compréhension, qui se poursuit encore aujourd'hui, ont émergé plusieurs prises de conscience, notamment sur les mécanismes de manipulation de masse. Elles me permettent de préserver un jugement lucide, entre guillemets, même au milieu du vacarme collectif. Petit à petit, j'ai osé construire une vie qui correspond à mes besoins profonds, sans être l'esclave de conditionnement. Après la rébellion adolescente, une véritable assise intérieure a pu se former. Et c'est elle qui me donne aujourd'hui la force d'aller vers les autres, vers le monde, tout en étant moi-même. Finalement, voyez, je rejoins beaucoup Nietzsche qui insiste sur la nécessité de se forger soi-même, contre la tentation du groupe, ou encore Jung, qui montre que l'achèvement de l'individu est le but ultime de la vie psychique. À vrai dire, je crois que cette question est étroitement liée à celle de l'identification. J'ai beau avoir participé à de nombreux projets, à des collectifs, à des éco-communautés, des éco-villages, des associations, des groupes aussi divers que variés, je ne me sens réellement appartenir à aucune communauté précise. Je suis consciente de notre interdépendance, mais je ne me définis pas par une appartenance. Allez, s'il existait une communauté à laquelle je me rallierais, ou je me relierais, ce serait plutôt une communauté de valeurs spirituelles partagées. Partagées et incarnées, pas seulement affichées. Parallèlement, je reconnais faire partie de plusieurs communautés de fait, mais sans identification affective profonde, plutôt par conscience d'une interdépendance naturelle. Et quelque part, c'est comme si j'avais construit une sorte d'appartenance choisie, rendue possible uniquement par le mode de vie que je me suis offerte, et que m'a offert quelque part un certain environnement. Et cet équilibre est mouvant, profondément personnel, il n'est jamais figé. C'est justement cela qui m'a le plus rebuté dans les structures tribales. Être figé ad vitam aeternam dans une appartenance, terrorisé par le rejet et les dangers qu'il implique. La vraie sagesse de l'individualisme, ce n'est pas de se couper des autres, c'est de devenir suffisamment solide et lucide pour exister librement parmi eux, sans perdre son âme. L'individu n'est jamais un îlot isolé. Il est un rivage, relié aux autres par des ponts invisibles. Certaines cultures ont su préserver ces ponts, sans renier la singularité de chacun.
À travers quelques exemples, j'aimerais bien vous montrer que cet équilibre est toujours possible et qu'il n'est peut-être pas si loin de nous. Inspiration de société. Être soi tout en étant relié. Mon individualisme n'est pas un monde froid, désincarné, où chacun vit pour soi dans son petit royaume intérieur. Il existe, et il a existé, des sociétés où être pleinement soi-même ne signifiait pas rompre avec les autres. Athènes, donc on a vu Athènes. Athènes est certes un héritage européen, mais n'est absolument pas le seul modèle. Prenez les peuples autochtones d'Amérique, avant la colonisation. Cela me parle particulièrement. Dans ces sociétés, chaque individu naissait reconnu pour sa singularité. On ne le fondait pas immédiatement dans la masse, au contraire. Son talent, sa sensibilité, son rôle potentiel, tout ça était observé, honoré et même encouragé. Il pouvait devenir chaman, guerrier, sage, conteur ou artisan, peu importe. Son chemin personnel était vu comme une richesse pour la tribu. Et être soi, c'était offrir au groupe son meilleur potentiel, et en retour, la tribu lui offrait un espace pour exister. Le lien communautaire était vital, oui, mais il n'était pas bâti sur l'effacement de soi. Il reposait sur la conviction profonde que le groupe est plus fort quand chacun est à sa juste place. J'adore cette idée. Aujourd'hui encore, et plus proche de nous, les sociétés scandinaves représentent une autre forme de cet équilibre. Là-bas, l'autonomie individuelle est sacrée. Tu as le droit, et je dirais même le devoir, d'être toi-même, de penser librement et de choisir ta voie. Mais en même temps, la solidarité est non négociable. Personne ne laisse tomber un autre sans raison. Les filets sociaux sont puissants et l'idée qu'on puisse exister sans lien est vue comme une absurdité totale. Il n'y a pas cette opposition caricaturale entre soit tu es libre, soit tu es solidaire. On peut être pleinement individu et pleinement membre d'une communauté juste. Alors oui, je choisis d'être moi, entièrement, radicalement. Je suis individualiste, non pas contre le monde, mais pour pouvoir l'aimer librement, non pas pour m'isoler, mais pour me rencontrer pleinement, non pas pour renier mes racines, mais pour choisir mes branches. Je suis individualiste dans ce monde, car j'ai su voir que l'unité absolue se vit dans d'autres mondes.